Oui, bonjour à tous, bienvenue. Alors, on se fait une petite vidéo ce soir avec Michel sur les thèmes d'actualité brûlants pour essayer pour comprendre ce qui se passe, faut voir d'où on vient, faut voir un peu l'histoire et on parlera à la fin de la vidéo de la politique mouvementée, on va y venir de toute façon. Et moi, je prends un pari, c'est qu'il n'y aura pas de dissolution. Comme on est dans la combine des partis, on verra si je me trompe. On va en reparler après. Bon, Michel, vas-y, démarre pour dresser un peu le tableau. Pourquoi on en est là? Pourquoi on en est arrivé là? On va parler de pas mal de choses, des partis, de la dette, de la privatisation des entreprises nationalisées, de la catastrophe du rôle des partis politiques, etc. À toi, Michel. Ouais, bah, bonsoir à Philippe et puis bonsoir à vous tous. Voilà, cette problématique est part de bien loin, hein, et part principalement de la Révolution française. Parce qu'il faut savoir qu'au moment de la Révolution, c'est le pouvoir financier qui s'est emparé du pouvoir politique. Hein, la monarchie s'est fait spolier tout simplement par les pouvoirs de l'argent. Tout ça, ça a donné naissance à toute une série de guerres, donc ce qu'on a appelé les guerres révolutionnaires. Hein, notamment à partir de 1792 avec la guerre contre le Saint-Empire, ensuite contre le royaume de Bohême et de Hongrie, puis ensuite les deux guerres de coalition. Hein, on a eu la guerre de première coalition de 1792 à 1797, la seconde à 1798 jusqu'à 1802. Euh, on a eu une guerre fratricide avec le Royaume-Uni, hein, parce on s'est toujours damé le pion avec les Anglo-Saxons. Hein. Ça, il faut le savoir, et notamment l'Angleterre de 793 à 1802. Parce que la Révolution française, ça n'a jamais été une révolution du peuple, c'est une révolution qui a été montée de toutes pièces par William Pitt, qui était le Premier ministre anglais. Hein. Ça a été l'infiltration en France par la franc-maçonnerie anglaise. C'est ça qui a donné naissance à la Révolution. Et on s'est servi des guerres d'indépendance aux États-Unis pour endetter la monarchie. Hein, le roi est tombé dans le panneau. Puis ensuite, on a eu la fameuse guerre contre la Prusse, 1870. On a eu les guerres de 1914-1918, hein, la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne. Puis ensuite, la Seconde Guerre mondiale, 39 à 45. Et ensuite, pour ce qui concerne la France, ben, naturellement, la guerre contre l'Indochine, hein, qui a commencé en 1946, qui s'est terminée quand même en 1975, avec tardif, hein, la guerre d'Indochine avec le Vietnam. Et puis ensuite, la guerre d'Algérie, hein, qui a commencé en 1954 et qui s'est terminée en 1962. Alors, toutes ces guerres-là, elles ont eu pour cause des raisons économiques. C'est toujours des guerres d'intérêt. C'est soit pour des ressources minières, hein, toutes les guerres qu'on a eues, 1870 et autres, ça tournait autour des mines de fer et autres. Hein, et c'était naturellement les grands capitaines d'industrie, les Devendel et autres. Ce sont des gens qui se sont enrichis de part et d'autre de la frontière franco-allemande, hein, qui se sont allègrement enrichis avec les conflits. Puis ensuite, ça a été effectivement la Seconde Guerre mondiale, ça a été une guerre beaucoup plus économique pour permettre aux Anglo-Saxons de prendre le contrôle sur la France. Et puis on a eu la guerre d'Algérie et autres, qui là a été une guerre pour la matière première. La France voulait absolument récupérer du pétrole. Parce que si on regarde un petit peu l'histoire pétrolière de la France, Poincaré, sous la Troisième République, avait monté Total. Hein, il était allé chercher Ernest Mercier, un polytechnicien, pour monter une société pétrolière, pour approvisionner la France pendant la guerre 14-18. Et puis, alors Total, après, qui s'est allié avec British Petroleum et Shell, hein, là, ils se sont alliés après avec des intérêts anglais. Et lorsqu'on a eu le problème avec l'Algérie, qu'on a perdu l'Algérie, De Gaulle, lui, a monté El Ferrap en allant chercher un de ses amis des services secrets de renseignement monté à Londres, le fameux BCRA. Il est allé chercher Pierre Guillaumat, hein, qui était un ancien du BCRA, pour mettre à la tête d'Elf Erap. Et De Gaulle acceptait tout le monde dans le consortium, mais sauf Total. Parce que lui, il ne voulait pas entendre parler des Américains
hein, et des puissances étrangères dans la société pétrolière française. Alors, moi qui ai vraiment travaillé 3 mois sur le dossier Elf, hein, je peux vous dire que l'affaire du scandale avec les financements et autres, et cette brave Eva Joly, en fait, on a torpillé Elf Aquitaine pour faire rentrer Total et pour faire rentrer des sociétés norvégiennes au capital d'Elf. Voilà. C'est beaucoup plus sournois qu'il n'y paraît. Donc voilà, derrière tout ça, on a eu quand même des guerres qui ont été motivées par les intérêts des multinationales, des grandes entreprises. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Donc voilà d'où vient, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais Oui, démontré, oui, que de toute façon, les régimes démocratiques, ce sont en fait des régimes de pillage. Hein, c'est de la prédation, purement et simplement. Voilà. Alors tout ça nous a conduit effectivement à une désertification économique dans nos territoires, principalement nos territoires ruraux. Et puis face à cette désertification économique, on a aussi un gros problème de société, et notamment avec ce qui touche la formation des gosses, avec la formation des enfants. L'école aujourd'hui, c'est pas un outil d'éducation, c'est un outil de propagande. Hein, c'est à peu près l'équivalent de ce qui est devenu la télévision aujourd'hui, hein, les grands médias. On est sur une propagande, la sexualité, des choses comme ça. On est bien loin de l'apprentissage, hein, ou de l'éducation. Et on s'est servi notamment de certaines réformes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'école nationale, c'est une invention de la franc-maçonnerie. Hein, c'est Jules Ferry à l'origine. Hein. Il fallait se substituer aux parents pour l'éducation des trinés. C'était ça le rôle de l'éducation nationale. Alors, on a eu une époque très particulière, ça a été la de Giscard d'Estaing au pouvoir, 1974, financé, dont la campagne avait été financée par les fonds de l'UIMM, donc avec les fonds du patronat, où René Haby s'est empressé de faire le collège unique et de privilégier toutes les filières techniques, parce que le renvoi d'ascenseur de Giscard, c'était d'envoyer dans les entreprises des gens qui soient de très bons techniciens, mais qui soient suffisamment stupides pour ne pas comprendre toutes les subtilités d'un contrat de travail. C'était ça, en fait, le deal. Hein. Voilà le rôle de l'éducation. Hein. Et là, on a commencé l'usine à clones, la fabrication des clones interchangeables. C'est là où le niveau de l'école a commencé à baisser progressivement avec le collège unique. Et là, on a attaqué une verticale descendante où tout le monde au bac, mais un bac dont on a déprécié totalement le contenu. Voilà. Alors moi, je suis en dessous parce que je n'ai pas eu le bac. Hein. J'étais un cancre à l'époque. Moi, j'ai jamais voulu me laisser formater par l'éducation nationale. Voilà. Et donc, on a toujours vanté l'école un fameux tremplin pour l'égalité des chances et autres. L'école n'a jamais été un facteur d'égalité des chances. L'égalité des chances, il n'y en a pas. On est dépendant de son milieu familial d'origine. Hein, quand on est fils d'ouvrier, qu'on a sa mère couturière, son père qui travaille hein, dans une usine d'agroalimentaire, on a peu de chances de devenir cadre dans une entreprise parce que le copain de papa n'est pas entrepreneur, il a pas une grosse société, il connaît personne en politique, donc on reste bien cantonné à son milieu d'origine. Les fils d'agriculteurs restent la plupart du temps dans l'agroalimentaire. Les fils d'ouvriers viennent alimenter le réservoir à main-d'œuvre. Et puis, les fils de nantis, eux, ont un peu plus de chance pour devenir des érudits, faire partie de l'élite, hein, quand papa industriel fréquente un peu les partis politiques.
hein, ou devenir un cadre, un haut cadre ou un haut fonctionnaire d'État, effectivement, quand on travaille dans une très, très grosse entreprise. Voilà, c'est surtout, c'est pas l'école hein, qui est le facteur d'intégration sociale, c'est le milieu d'origine auquel on appartient. Voilà, et ça depuis l'Antiquité, En grande majorité, quoi. Il y a des en grande exceptions, mais c'est la majorité. majorité. C'est ça. On peut pas faire de l'exception la Non, règle. non. Donc ensuite, on a un deuxième problème, c'est la destruction de la famille. Oui. On a complètement détruit la cellule familiale. Alors ça, on s'est bien servi des milieux féministes hein, pour tuer le père, pour anéantir le rôle éducatif des pères dans les familles, pour mieux isoler les mères, les mamans les emmener au travail, hein, naturellement en leur faisant miroiter bons et merveilles. Et ça, quand on a mis les femmes au travail, ça a été la meilleure option pour pouvoir mettre main basse sur les enfants et sur l'éducation des enfants. Ça ne veut pas dire pour Donc, autant qu'on est contre que les femmes travaillent. non, 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 mais ça a été Oui, une aubaine pour mettre la main sur les enfants. bien sûr. Et là, on a vu, moi qui ai fait toute l'historique de la protection de l'enfance depuis l'Antiquité, je peux vous en parler. Donc, on a bien vu les différentes étapes, le rôle de l'Église, hein, Saint Vincent de Paul et autres, le rôle de l'État quand on a créé effectivement la République. Euh, on dépossédait les parents de leur rôle éducatif, de leur autorité parentale quand ils avaient été délinquants vis-à-vis de leurs enfants, ils avaient été violents, ils avaient été condamnés pénalement. Puis après, on a remis à tout un tas de socio-professionnels, on a tout mis dans la main de ces gens-là. Avant, c'était le retrait d'enfants des familles administratifs. Mais là, sous le pseudo et sacro-saint principe de précaution, ben là, pour tout et n'importe quoi, on a chargé un tas d'acteurs de faire des signalements, que ce soit le milieu médical de la petite enfance, le milieu de l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, on peut tout signaler, on peut placer des gosses pour tout et n'importe quoi. Donc là, on est effectivement face à un scandale en France, hein, on voit bien de quoi il s'agit. Et tout ça a été profondément remanié dans les années 70, je dirais même 78-79 pour être plus précis, lors du fameux gouvernement Chaban-Delmas. Oui. S'il y a bien eu un gouvernement pourri, c'est bien celui de Jacques Chaban-Delmas. Chaban-Delmas. Voilà. Hein. Là, on a eu vraiment un tas de réformes, la loi de 67 sur les faillites des entreprises, les lois sur les tutelles des majeurs en état de faiblesse, Oui. et puis là, en toute fin d'année 70, là, on a eu effectivement 69 mis en application 70, une profonde réforme de la loi sur la protection de l'enfance. Donc là, on s'est dépêché de mettre la main sur les précaires ou de ceux qu'on a précarisés. Voilà. Donc, tous ces travailleurs sociaux ont été inféodés au pouvoir politique. Puis, Oui. lorsqu'il y a eu la décentralisation, ils ont été tout simplement mis sous tutelle des conseils départementaux, hein, puisqu'aujourd'hui, tous ces gens-là dépendent d'une charmante personne qui s'appelle le président du conseil départemental. C'est ça. Voilà. Donc là, on s'attaque quand même très sérieusement à la famille. C'est inquiétant. Quand on voit les scandales aujourd'hui qui tournent autour de l'aide sociale à l'enfance, on a quand même beaucoup de questions à se poser. Et puis, on a une troisième chose. On a, parallèlement à la destruction des services publics territoriaux, Oui. on a multiplié, certains disent multiplié par trois, le nombre de hauts fonctionnaires d'État. Oui. Ah oui. Donc c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de recours à des cabinets conseils. Alors, les cabinets conseils, des gens comme McKinsey, Oui. hein, des gens comme Boston Consulting Group. Hein, Mais on a tous. il y avait déjà des cabinets conseils avant Macron, hein. Ah oui, oui, ces cabinets-là, ça date des années 60. Hein. Si on prend McKinsey, c'était du conseil en comptable, hein, Oui. sur des méthodes de management. Et puis ensuite, on a eu plus tard Boston Consulting Group, où là, ça a été beaucoup plus systémique. Ça a été vraiment de la stratégie d'entreprise.
hein. Et on a Bain et Company aussi, ces trois gros cabinets sont en fait les trois géants de la planète. Donc aujourd'hui, on a beaucoup recours. Madame von der Leyen a eu beaucoup recours à ces gens-là lorsqu'elle était ministre allemande. Monsieur Macron a eu beaucoup recours à ces gens-là aussi en France. Et on se demande pourquoi on paye des hauts fonctionnaires d'État et pourquoi on en paye tant. Ça pose quand même beaucoup de questions. Et puis ça pose des questions aussi quand on voit des gens comme des chefs d'état-major des armées, hein, comme Monsieur Pierre de Villiers, qui s'en vont une fois qu'ils ont quitté leur poste d'ancien chef d'état-major des armées, qui s'en vont postuler pour Boston Consulting Group pour devenir senior consultant quand même. Ça pose quand même certaines questions sur, sur la manière dont ces gens-là sont en train de faire de l'ingérence dans nos pays. Hein, je dis ça en aparté. Oui. Donc voilà, on assiste à tout ça et on assiste aussi avec les millefeuilles administratifs. Les millefeuilles, oui. Aujourd'hui, on a effectivement toute une accumulation de postes, les communes, les intercommunalités, que ce soit les pays, que ce Comité de soit pays, région. les départements, les régions. Et à tous ces stades-là, on a du doublon. Oui. On a des doublons, on a un fonctionnement d'État aujourd'hui qui est vraiment chronophage, hein. C'est pas que chronophage, il est aussi, c'est un gouffre d'argent public et il n'y a aucune volonté de réforme. C'est les frais de fonctionnement. Ce sont les frais de fonctionnement là-dedans qui sont abyssaux. Donc, on parle sans arrêt aux gens de la dette. Oui. Euh, hein, mais il faut savoir ce que c'est que la dette. Alors, on va y revenir à la dette. On va y revenir à la On dette. a, voilà, on a aussi l'utilisation de beaucoup de penseurs dogmatiques, hein, comme les écologistes et autres, des gens qui n'ont rien d'écologique d'ailleurs. Hein, c'est de l'escrologie, c'est de l'écologie politique. Ce sont des gens, tout simplement, le genre de bobos parisiens qui empruntent pour leurs fantasmes et leurs loisirs très souvent l'avion, le bateau de croisière, hein, pour assouvir leurs besoins de loisirs, puis qui vont s'attaquer aux déplacements individuels. Aux Ben ZFE. oui, les déplacements individuels dans le milieu rural, il est nécessaire. Hein, quand vous habitez à 15 km de la première ville où vous êtes censé trouver à peu près ce qu'il vous faut, la pharmacie et tout ce qu'il faut pour assouvir vos besoins, ben effectivement. Et puis ces gens-là, ils paient aussi, ils mettent une bonne partie de leur budget, même quand ils sont fort modestes, dans le carburant, ils sont beaucoup plus fiscalisés que les autres, les ruraux. Et en fait, ce sont les grands cocus de l'histoire, parce qu'ils sont fiscalisés à outrance pour des services publics auxquels ils n'ont pas accès. Non, exact. Hein, ça, il serait temps quand même que les gens en prennent conscience. Voilà. Alors aujourd'hui, on nous parle de la dette. Hein, Voilà. On va vu que revenir là, sur la dette. La dette. on est arrivé avec un nouveau gouvernement, hein, Oui. avec un homme qui s'appelle Sébastien Lecornu, qui est né à Aubonne, mais qui a voulu quitter le navire parce qu'il n'a pas envie de jouer les capitaines Smith du Titanic, hein, parce que même s'il est né à Aubonne, même que l'eau soit bonne, ça n'empêche pas de geler l'hiver, hein, ça n'empêche pas les icebergs. Alors rappelle-toi, quand il est venu, je t'avais dit tout de suite, Michel, le cornu n'est pas arrivé par hasard, parce que le cornu, quand la partie va démarrer, il va se mettre sur le corner. Hey, t'étais pas loin, hein. Je n'étais T'étais pas pas loin loin. de la chose. Le Cornu qui voulait être moine, hein, il voulait être moine, le brave Le Cornu. Il aurait dû rentrer dans les ordres, hein, je crois que c'était là ça. Ça aurait été certainement une bonne plante pour lui. Hein, là, bah, on s'aperçoit effectivement on n'a pas envie de devenir capitaine du Titanic hein, quand on sait que le bateau va taper l'iceberg, puisque il y a fort à parier que dans pas bien des lustres, une possibilité qu'on soit sous tutelle Du du Fonds Fonds monétaire monétaire international international.
tellement la dette est abyssale. Sachant que je te redonne la parole pour la dette, à partir des années 69-70, ça a été inscrit dans le marbre en 73, normalement. C'était sous Pompidou encore. Avant, la France se finançait avec sa banque centrale, avec la Banque de France, et à partir de ces années-là, ils ont mis en place la loi bancaire qui interdit à l'État de se financer lui-même. Donc, on a été emprunté sur les marchés. Et les 3200 milliards de dettes, c'est pas moi qui le dis, c'est des économistes, Rocard l'avait dit, la dette du produit intérieur brut, elle serait bien inférieure à 50% si on était resté sous ce schéma-là. Je te redonne la parole. Oui, alors la dette, c'est la financiarisation dans les entreprises, Oui, grandes ou moyennes, hein. Euh, Parce qu'il faut savoir ce que c'est que la financiarisation dans une entreprise. Parce que les gens n'ont pas idée de la manière dont fonctionnent les choses. voilà. Il faut savoir que quand on crée de la richesse en France, on est outrageusement fiscalisé, Oui. hein. Le patron d'entreprise, hein, qu'il soit PME, moyen, petit ou grand, quand il crée de la richesse, la valeur ajoutée, il est fiscalisé, et largement fiscalisé, oui. hein, puisqu'en 1954, on a créé ce qu'on appelle la TVA. TVA qui a été mise en place non pas par son inventeur, mais par quelqu'un qui s'appelait Maurice Lauré. Et on a dit, non, non, mais pour remonter la France après-guerre, il faut qu'on retaxe la valeur ajoutée. Il y a bien longtemps qu'on est sorti de la guerre et la TVA, elle n'a jamais cessé de s'élever. Il faut bien nourrir toutes les bouches inutiles. Voilà. Et là où le travail est fiscalisé, dès que vous créez de la richesse, vous êtes fiscalisé. euh, on a fait arriver la financiarisation dans les entreprises. C'est-à-dire que les gens qui apportent les capitaux pour venir s'immiscer au sein de l'entreprise, eux, quand ils touchent des dividendes avec leurs capitaux, quand ils gagnent de l'argent, non pas avec le travail, mais avec le prêt de capitaux qu'ils apportent, Les placements. eux, ils sont gratifiés d'un crédit d'impôt. Formidable. Quand vous travaillez et que vous payez des impôts, le financier, lui, il récupère, quand il fait un bénéfice, le dividende, il obtient un crédit d'impôt. Ça, c'est les consorts Chirac et Giscard d'Estaing, Oui. À hein. Ça, l'origine. c'était le gouvernement Chaban-Delmas, là encore, Oui. hein. Donc, on voit bien que la loi de 67 sur les faillites, la financiarisation qui est arrivée, on voit bien qu'on a voulu faire de la prédation sur les PME, Oui. même sur les entreprises plus importantes, puisqu'on a eu l'arrivée des fameux, ce qu'on appelait les fonds de pension américains. Tout à fait. Fonds de pension, c'est quoi? C'est les fonctionnaires de Boston, eux qui cotisent dans une entité pour faire leur retraite. Cette entité-là cherche à placer ses capitaux, à exiger du rendement, et rendre le rendement meilleur possible. Donc ces gens-là sont venus placer de l'argent dans nos entreprises françaises et faire bénéficier de dividendes providentiels. C'est-à-dire qu'on a assuré la retraite des riches fonctionnaires américains en cassant la gueule des entreprises françaises. Puisque le fait d'obtenir des dividendes, et pas des moindres, ben, on empêche l'entreprise de pouvoir réinvestir. Donc on sait qu'on va appauvrir l'outil de travail. Et puis il y a un moment donné, jusqu'à foutre la boîte par terre. Et quand on a mis la boîte par terre, on est content parce qu'on s'est débarrassé d'un concurrent la plupart du temps. C'est des ratios à deux chiffres, souvent, C'est ça. le retour. Voilà. Alors la financiarisation, et là, il y a eu un acteur, malheureusement, qui a fait beaucoup de dégâts à son insu, hein, qui s'appelait Pierre Bérégovoy, que Pierre Bérégovoy est l'homme qui a permis aux entreprises d'aller se financer sur les marchés spéculatifs. Mais toutes les dispositions qu'il avait prises à cette époque-là, c'est M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, qui lui avait vendu le paquet. En fait, il n'avait même pas compris l'ampleur du dégât qu'allaient faire les mesures qu'il était en train de mettre en place. À tel point que Mitterrand avait dit non, non, c'est pas possible, c'est pas Bérégovoy qui a monté cette affaire-là, c'est pas lui, c'est pas possible, hein. Et tout ça a été monté par le gouverneur de la Banque de France, Monsieur Jean-Claude Trichet, hein. Je vous recommande un excellent livre qui s'appelle Le choix du chômage, Oui. Le choix du hein. chômage. Le choix du chômage, c'est une bande dessinée, vous irez voir, tout est
est listé dans cette bande dessinée, qui est fort intéressant. Et vous verrez tout qui est décrit avec une précision. Bravo à Colomba là, et à tous les gars qui ont participé Ce livre, Le à choix faire du cette bande chômage, dessinée. qui fait référence à des hommes politiques aujourd'hui qui ont l'intention de remplacer Macron et qui sont des complotistes de ce grand patronat Tout à fait. Hein. Alors là, on voit qui vont à la télévision. des, voilà, des gens qui travaillent, qui sont fiscalisés, et des gens qui gagnent de l'argent avec le capital et eux qui ne payent pas d'impôts, hein, qui sont au contraire, ils bénéficient d'un crédit d'impôt. C'est incroyable quand même. Ensuite, on a eu les privatisations, Oui. puisque les entreprises nationalisées, on les a bien montées avec l'argent des contribuables. Et quand on a entamé tout ce processus de nationalisation, on a vendu au meilleur des cas les actifs à une valeur qui représentait à peine plus que 50% de leur valeur réelle. C'est ça. Hein, quand vous achetez 20 000, un truc qui en vaut 40, quand même génial. Là aussi, le contribuable a été le grand cocu de l'histoire des privatisations. Ah oui. Voilà comment on l'a fait, comment on appauvrit un pays. Donc ça, il faut savoir ce que c'est la dette. Et ensuite, donc on a eu la multiplication des hauts fonctionnaires d'État, et ça, on l'a eu depuis la décentralisation. La décentralisation, ça a été la mort des services publics de proximité. Hein, et par contre, voilà, on a multiplié les hauts fonctionnaires. On ne sait ni pour qui ni pourquoi. Donc des gens qui sont la plupart du temps inféodés à des organisations clandestines quand elles ne sont pas occultes. Euh, Parce que le problème est là, les gens qui pensent qu'en votant LFI, en votant Bardella, en votant ce qu'ils veulent, faut pas oublier que ce sont les mêmes têtes, ce sont les mêmes décideurs et les mêmes penseurs qui sont à la tête des grands corps d'État. Bien sûr. Ça, il faut pas oublier ça. Et il faut pas oublier que ces gens-là pantouflent. Tantôt, ils viennent du privé pour passer dans le public, pour s'aménager des dispositions favorables, hein, ou alors ils ont monté un truc hyper favorable quand ils étaient dans le public et ils repassent dans le privé pour en bénéficier. Ce qu'on appelle le pantouflage. Le pantouflage. Et ces gens-là, rassurez-vous, il y a on a parlé de la synarchie l'après-guerre, on a beaucoup parlé de la synarchie, donc des banques hein, qui conseillaient donc tous ces hauts fonctionnaires. Et aujourd'hui, moi, j'ai levé autre chose, c'est l'appartenance à une loge du Vatican qui s'appelle l'Opus Dei. Hein, c'est les représentants de la fausse Église. Voilà. Et ceux-là, rassurez-vous, ils sont très, très, très influents. Bien sûr. Ils ont Dans le été monde. très Dans le influents. monde. Oui, dans le monde, et ils Dans ont le été monde. influents dans le monde et aussi en France. Oui. On les retrouve dans tous les scandales d'État. Oui. Hein, quand on parle de De Gaulle, effectivement, ça a été. Je vous parlais d'El Ferrap tout à l'heure, quand il y a eu l'affaire des avions Nifleur, avec l'avocat Jean Violet, avec Pierre Guillaume, hein, puisque c'était une arnaque qui avait été montée, qui permettait de pomper le fric d'Elf. Tous ces gens-là, Jean Violet appartenait à l'Opus Dei. Hein, on avait des banques du Vatican qui étaient derrière. Et puis ça a recommencé sous Chalandon, puisqu'on a débarqué Guillaume parce qu'il y avait un tel scandale. Chalandon est arrivé. Donc Albin Chalandon, le mentor de Madame Rachida Dati. Voilà. Donc Monsieur Chalandon lui a refait une deuxième enveloppe, toujours au même, avec la même arnaque, jusqu'à temps que l'arnaque soit découverte. Puis on a découvert que le fameux Belge, le fameux Italien inventeur et tout ce qui était derrière, ça touchait tout simplement des gens qui appartenaient à l'Opus Dei. Voilà. Et ça, on retrouve ça tout au long. Ces gens-là ont infiltré tous les grands corps d'État français, ils ont infiltré le patronat, donc principalement la FEP, hein, donc le patronat du patronat, l'élite du patronat, toute cette élite est infiltrée par ces gens-là. On parle beaucoup de, de casse d'industrie, de pans entiers de l'industrie française. Hein. Moi, j'ai le souvenir de Creusot-Loire. Creusot-Loire, où on a un monsieur qui s'appelle Michel Bolloré qui a fait une super affaire. Mais je crois que monsieur Bolloré fréquente Notre-Dame-des-Laux, je crois, hein, une crèmerie de l'Opus Dei.
hein. On parle aussi du nucléaire. Madame General Electric, Madame Clara Guébard-Lejeune, je crois que papa faisait partie de l'Opus. Hein. Monsieur Valls, qui était Premier ministre, l'Espagne franquiste, hein, puisque je crois que l'Opus Dei est né par le biais d'un prêtre espagnol. Quand on voit le financement de Monsieur Giscard d'Estaing, quand on regarde l'affaire avec le Jean de Breuil, qui était le trésorier des Républicains indépendants, hein, qui passait par des sociétés luxembourgeoises, là aussi, la Matesa, c'était des gens de l'Opus Dei. Et ces gens-là aussi finançaient Richard Nixon. Donc aujourd'hui, derrière un charmant monsieur qui s'appelle Donald Trump, les mêmes mouvements catholiques qui sont derrière Trump, ce sont ceux qui étaient derrière Giscard d'Estaing, qui étaient derrière l'OAS en Algérie. Ce sont ces mêmes forces occultes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Là, je pourrais vous dépeindre le gouvernement récent, là, le dernier. Là. Oui. Je pourrais vous dépeindre tous les gens qui sont affiliés à ça. Dans le dernier gouvernement, là. Dans le dernier gouvernement, hein, je parle de Madame Dati, proche de Monsieur Albin Chalandon. Je pourrais parler d'un charmant monsieur qui était proche de Monsieur De Villiers, hein, donc le frère de celui qui est passé chez Boston Consulting Group. Oui. Hein, donc, ce monsieur-là aussi en fait partie, hein, ou est proche sympathisant. Monsieur le maire, même chose. Hein, la famille, Monsieur Mille Milliards, il s'appelle Monsieur Mille Milliards maintenant. voilà, est lié à monsieur, familialement à monsieur Augustin de Romanet de Beaune, Oui, hein, Augustin de Romanet de dont le Bon. frère est tout simplement l'aumônier des armées françaises. Oui. Donc, vous voyez, tous ces mouvements-là, je peux vous les retracer. On peut vous les retracer d'affaires pourries en affaires pourries. Donc, c'est là qu'on voit que beaucoup d'officines occultes sont derrière tous ces réseaux-là. Voilà. Hein. Et ça, c'est Alors, ni gauche ni droite, hein. si tu veux rajouter un mot sur la dette, Alors oui, la dette. Alors, je parlais tout à l'heure donc des hauts fonctionnaires d'État. Hein, et on paye des gens alors que on a des personnes. Ce que je parlais tout à l'heure du Boston Consulting Group, hein, qui a été oui, créé en 1963, hein, qui a été créé par Bruce Hendelson, hein, qui dans des buts de conseil comptable. Hein, c'était surtout des méthodes comptables et du conseil comptable. Ensuite, on a eu le fameux, pardon, j'ai dû vous dire une bêtise, le McKinsey. McKinsey a été fondé à Chicago. Excusez-moi, je confonds avec le McKinsey, Boston oui, Consulting. oui, McKinsey, c'est Chicago. oui. C'est Chicago en 1926, McKinsey. Hein. Et c'était Oscar McKinsey qui avait. Là, c'était la comptabilité. Et puis ensuite, le Boston Consulting Group, lui a été créé en 63, hein, et par Bruce Andelson, hein, avec quand même plus de 100 bureaux répartis dans 50 pays. Là, on touche plus la comptabilité, mais la stratégie d'entreprise. Donc, c'est la matrice des parts de croissance, c'est la concurrence temporelle, hein, c'est toute l'organisation qui touche l'entreprise, les entreprises, principalement les grandes. Et puis, on a une troisième officine qui s'appelle Bain Company, qui, elle, est adossée à Bain Capital, qui est une société de capital investissement. Voilà. Donc, ces gens-là, allez voir les chiffres d'affaires qui sont réalisés par ces personnes-là et tout ce que ça touche. Vous allez voir que ce sont les principaux artisans de la mondialisation. Ce sont les artisans de la dette. C'est les artisans de la dette. Et voilà, c'est ça. Et là, vous avez aussi, je vais ajouter à ça, toutes les stratégies de fusion d'entreprise, les fusions-acquisitions, hein, puisque tout ça, la fusion-acquisition, ça a été mis en place par David de Rothschild, hein, et par son poulain Emmanuel Macron, hein, qui a été le Mozart de la finance. Hein, et voilà, et la fusion-acquisition, ça ne fait que des morts. Hein.
on fait grossir les entreprises, mais comme il y a des doublons, donc c'est on vide toute la partie pensante de l'entreprise. Hein, quand vous avez des cadres de deux entités, ben, il y en a 50% qui dégagent. Et voilà comment on alimente le chômage et comment on fabrique de la dette. Puisque là, effectivement, vous avez de plus en plus de dépenses et de moins en moins de recettes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tant qu'on touche pas à ça, et puis depuis le temps que ce manège perdure, moi, j'ai jamais vu des gens des LFI venir nous expliquer le fonctionnement de tout ça. C'était pourtant leur rôle, d'amener, d'être force de proposition pour anéantir ces systèmes. Non, on mange allègrement dans la gamelle, on fait beaucoup de vent, beaucoup de fumée, mais ces gens-là ne touchent pas au système. Ils en vivent On, grassement. on va en parler à la fin des parties, puisque c'est le Voilà. débat actuellement, la guerre pour le gouvernement. Alors là, on a eu quand même effectivement un ramassis d'escrocs, hein, au niveau des présidents de la République, parce que en fait, ils ont bradé le pays à la découpe. Hein. De Gaulle n'est pas l'homme providentiel que nous avons dû. De Gaulle était l'homme des Anglais. Hein. Mhm. De Gaulle avait des origines juives allemandes, la famille Kolb. Hein. Si vous regardez son homme de main, Jacques Foccart, il était aussi dans ses origines, des origines juives allemandes. Donc on comprend pourquoi les deux hommes se sont retrouvés. Ces gens-là, pendant la guerre, ont fui vers l'Angleterre, étaient cornaqués par les Britanniques. On a vu après-guerre comment ces gens-là ont pris barre, notamment les gens du BCRA, comment ces gens-là ont pris barre à la tête de l'appareil d'État ou des grandes entreprises. Hein. Je vous parlais de Guillaume tout à l'heure, hein, à la tête d'Elfera, les anciens des services secrets. Et voilà, donc De Gaulle n'est pas l'homme providentiel que nous avons dû. Ensuite, on a eu Pompidou, Giscard d'Estaing qui a été mis en place par l'Opus Dei, purement et simplement. Hein. Donc tout ça, la plupart du temps, ce sont des gens, des fils de banquiers. Hein. Edmond Giscard d'Estaing était à la tête de la Banque d'Indochine. Donc on comprend bien que tout ça n'est pas du tout arrivé dans l'intérêt des Français. Hein. D'ailleurs, Étienne Chouard l'a dit, on n'est jamais candidat à une élection par hasard, on est toujours candidat à une élection quand on y a des intérêts. Ah ben, Hein, et quand on y est propulsé. Étienne Chouard, on va en reparler, il explique très très bien la situation. Oui, donc on parlait d'Étienne Chouard, un travail excellent avec Étienne. On fait des échanges sur la nouvelle constitution. Lui, il dit c'est à nous de réécrire la constitution, nous le peuple, nous les citoyens, parce qu'en fait, le mode d'élection tel qu'il est là, bon, on sait comment ça se passe, hein, avec les milliardaires qui détiennent les médias, et en fait, c'est nous-mêmes qu'élisons nos maîtres, puisque de toute façon, les gens de la société civile ne peuvent pas se présenter. Tout le monde le sait très bien comment fonctionne l'élection présidentielle et même l'élection des députés. Donc, je te redonne la parole sur là-dessus, Michel, sur l'excellent travail que fait Étienne Chouard. Oui, je plaisantais tout à l'heure en disant que le capitaine du Titanic, Edward Smith, était appelé le capitaine des milliardaires. Oui. Je dirais que je pense que notre ami Sébastien Lecornu, lui aussi, je pense que c'est aussi lui le capitaine des milliardaires. Hein. On a effectivement ces gens qui sont au pouvoir et ils ne sont pas là par hasard. Effectivement, c'est le capitaine des milliardaires. On a fort à parier que la France finira comme le Titanic. Alors, il faut bien comprendre que depuis bien longtemps, depuis fort longtemps, on est sous influence étrangère. Je parlais tout à l'heure de Gaulle, la proximité avec l'Opus, de Giscard d'Estaing, de tous les successeurs, hein, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Nicolas Sarkozy. Tous ces gens-là ont toujours été sous ces influences-là. Alors moi, je vous invite à aller lire un ouvrage qui vient d'être écrit récemment par un de mes amis, qui était ancien commissaire des renseignements généraux, qui Ah oui, s'appelle Monsieur Hubert Marty-Vrayance, Hubert. hein, et qui a écrit un livre qui s'appelle Face à l'état profond. Oui.
puisque là, on voit bien que c'est plus du tout les forces gouvernementales qui sont à la manœuvre. Non, ce sont derrière ça, il y a autre chose. Hmm. Et là, il faut regarder tout le travail qu'a fait Hubert, et notamment sur tout l'épisode. Et je vous recommande aussi sur Géopolitique profonde tous les interviews qui ont été faites d'Hubert sur GPTV, qui sont aussi très, très intéressants. Et chez Nicolas Bouvier. Hmm. Chez Nicolas aussi, hein, celle qu'on a fait, puisque moi j'en ai fait aussi sur le terrorisme, j'avais fait une émission avec lui, hein, et puisqu'on échange beaucoup d'informations. Bien sûr. Et moi, étant mêlé à ça à titre personnel, donc effectivement, j'ai de la longueur d'avance, parce que dès les années 2000, 2010-2012, j'étais déjà en train de regarder le rôle de la CIA après-guerre, enfin de l'OSS, hein, devenue la CIA, comment on avait récupéré les criminels nazis pour les enrôler dans des armées secrètes en Europe, hein, ce qu'on a appelé les fameux réseaux Stay Behind. Et Les puis, financements des partis avec le crime organisé. tout à fait, et puis bien au-delà, des cabinets d'avocats ou des cabinets de placement comme Mossack Fonseca, Hmm. hein, Mossack Fonseca, puisque aujourd'hui, si on regarde bien l'affaire Kadhafi avec le financement libyen, les trois mamelles, il y a une mamelle effectivement par le biais de l'Afrique du Sud. Hmm. On en a une deuxième Suisse, puis on a eu une troisième par le cabinet Mossack Fonseca. Hmm. Et le cabinet Mossack Fonseca, Jürgen Mossack était le fils d'un nazi passé à la solde de la CIA. Et quand vous regardez les détenteurs de comptes, alors ça s'appelle les Panama Papers. Oui. Je vous invite à aller voir les Panama Papers. Vous allez comprendre. Tout l'entourage de Sarkozy, ses associés et autres sont tous détenteurs de comptes chez Mossack. Comme par ailleurs Monsieur Cameron et son père, hein, Oui. Monsieur David Cameron et David son Cameron, père, oui. Monsieur Yann Cameron. Oui. Donc il faut savoir que Mossack Fonseca, ils ont commencé en blanchissant l'argent d'un casse, qui s'appelait le casse de la Brinksmat, hein, en 1983 à Londres, sur l'aéroport de Londres, où il y a 3,5 tonnes d'or qui ont été cambriolées, refondues par un type qui deviendra un de mes voisins, Oui. hein, qui sera ici impliqué dans un réseau de trafic de stupes. Oui. Et puis, tout ça sera après reblanchi dans des opérations immobilières en Espagne, ce qu'on a appelé des escroqueries au timeshare, notamment aux Canaries, hein, et à Marbella. Ensuite, ce trafic au timeshare financera du trafic de diamants avec Charles Taylor, président du Liberia, hein, qui va être condamné pour crime contre l'humanité. Et puis ce trafic de diamants va en fait financer du trafic d'armes pour déstabiliser des pays pour les intérêts de certaines multinationales. Hmm. Alors, si vous regardez le rapport parlementaire anglais qui vient de sortir, ces gens-là accusent quand même clairement David Cameron et Nicolas Sarkozy d'être des acteurs premiers du financement du terrorisme international. C'est pas rien quand même, hein. Quand je vois une charmante Karine Le Marchand venir sur les réseaux pleurer qu'on est en train d'ennuyer ce pauvre Nicolas et son épouse Carla, faut arrêter quand même de nous prendre pour des demeurés. On peut peut-être prendre des paysans, hein, en faisant des émissions à sensation dans le monde agricole, hein. Je dis que là, pauvre Karine, l'amour aujourd'hui n'est plus dans le pré, il va être derrière les barreaux pour certains. Je suis pas sûr qu'elle ait bien étudié les tenants et les aboutissants, qu'elle soit au courant de toutes les filiales qui touchent de près ou de loin ces gens-là. Tu as parlé de grands cabinets d'avocats. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas oublier ton ami Jean-Louis Borloo. Ben, bien sûr, Borloo, oui, quand on voit tous les réseaux Stay Behind, quand on voit Borloo, grand ami d'un monsieur belge, hein, puisque Jean-Louis Grand Borloo ami a de des, Bernard Tapie. Grand ami de Bernard oui, Tapie. oui, mais c'est Monsieur Bourlot, il est d'origine belge par son père et origine corse par sa mère, Oui. hein. Il est ami avec un charmant monsieur qui s'appelait Étienne d'Avignon, qui a été le fossoyeur de la sidérurgie en Europe, hein, on retrouve Monsieur d'Avignon dans des réseaux pédophiles dans les affaires Dutroux et consorts, avec un autre monsieur qui est aujourd'hui un des artisans de l'évasion fiscale en France.
hein, un monsieur qui est impliqué, qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle Elin. Hein, quand je parlais tout à l'heure de l'évasion fiscale, le groupe Elin, il est impliqué avec la banque des mandataires liquidateurs, la fameuse banque de Lubac, De Lubac. hein, qui avait pour administrateur un charmant monsieur ami de Sarkozy qui s'appelle monsieur François-Étienne Desrosiers, Oui, hein, qui habite la région de Lisieux, oui, lequel se vantait d'étaler les temps rompus le soir où on a tanné ce pauvre ministre Robert Boulin, oui. hein, et qu'il tenait Pasqua et Guéant, hein, par les cacahuètes, hein, parce que lui, il était présent, c'est ses propos, hein, prenez Mediapart, ça a été révélé par Mediapart, il s'est vanté de tenir ces deux cadors là, parce qu'il savait tout de l'affaire Boulin. Voilà, ce que je dis, c'est pas une vue de l'esprit ni des inventions de Michel Chahut, non, tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est dans la presse, c'est traçable. Hein. Bien Alors sûr. là, je parle du prince Henri de Croix. Henri de Croix, c'est pareil. De Croix, il est aussi cité dans les affaires pédophiles. Et quand on regarde toutes ces histoires de tribunaux de commerce, d'affaires pourries, des trafics d'armes, trafic financier, trafic traite d'êtres humains, hein, carrément, trafic d'organes, tout ça est lié. Alors, moi, quand je vois des gens aujourd'hui qui me parlent de LFI, qui me parlent de Bardella, qui me parle du Front National, du Rassemblement National, moi, ça me fait singulièrement sourire. Hein, parce que quand je vois dans quoi ont été impliqués le service d'ordre du Front National, je vous parlais tout à l'heure d'un trafiquant d'armes belge qui s'appelait Jacques Monsieur, hein, qui élevait des chevaux lusitaniens dans le Cher. Jacques Cousteau. Oui, Ce monsieur qui était le voisin de James Anderson, vous savez, celui qui a attiré monsieur Pierre Bérégovoy sur les bords du canal. c'est ça. Hein, allez voir ce que révèle, je ne l'ai pas lu, hein, le bouquin d'Hubert, mais allez voir ce qui est révélé là-dedans, puis c'est que le début des révélations, hein, parce que Oui. vous allez voir, il y en a d'autres qui vont venir. Effectivement, tous ces gens-là sont intimement liés. Voilà, Jacques Monsieur était lié avec un homme qui s'appelait Serge Francevitch, qui était le grand ami d'un monsieur qui s'appelait Jean-Michel Nioul, hein, et c'était lui qui amenait effectivement les enfants du trou vers tous les réseaux pédophiles UP. Vous voyez, tout ça se tient. Ce que vous croyez, vous avez entendu des Bardella, vous avez entendu des gens d'Elefi s'exprimer là-dessus? Aucun. Donc rassurez-vous, ce n'est pas ces gens-là qui vont changer votre vie de tous les jours. Ah, certainement pas. Il faut que vous arrêtiez de rêver. Ceux qui pensent qu'en dégageant Macron, ce qui va venir derrière va être mieux, ils n'ont rien compris. Je vous recommande un bouquin, un deuxième bouquin, qui s'appelle L'Opus Dei dans le monde et en France. Parce Oui, qu'en fait, le monde est divisé en deux systèmes, le système communiste et le système ultralibéral et capitaliste. voilà. Mais ces fonctionnements sont différents, mais ils alimentent les mêmes poches. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Et le problème, c'est que tant que par votre mode de consommation, vous continuez à alimenter ces réseaux-là, vous ne changerez rien de votre quotidien. Non. C'est votre mode de vie qu'il faut changer et votre mode de raisonner. Et là, je vous parlais de l'Opus Dei. Donc, l'Opus Dei a infiltré les élites. Ils ont infiltré la haute fonction publique, les ministères. Mmh. Ils ont infiltré le patronat. Beaucoup Donc, chez les Républicains, beaucoup chez les Républicains, beaucoup chez chez les les LR. LR. Hein. Retailleau, rêvait pas, hein, ça en fait partie. Hein, ils vous l'avoueront jamais publiquement, mais Non. s'ils n'en font pas partie, ils en sont proches. Alors, il te reste Hein. ton ami Édouard Philippe, il ne faut pas l'oublier. Oui, alors là, effectivement, Philippe, tout ça, ben, on sait pour qui ça roule. Hein, Ruffnac, toutes ces fameuses grandes familles colonialistes, hein, puisque le père d'Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, était un négociant colonial. Tout ça roule depuis fort longtemps avec le crime organisé, notamment les triades chinoises. Hein, il faut aller voir. D'ailleurs, on en parle de temps en temps avec Hubert, hein, de tout ça, parce que j'ai une bonne connaissance de tous ces réseaux-là. J'étudie ça depuis des années. Donc, effectivement, bah là, on voit la valse de ces gens-là aujourd'hui. Monsieur Édouard Philippe qui dit qu'il faut des élections anticipées. Hein, naturellement, parce que lui est en train de monter au créneau, Attal est en train de monter au créneau, tout le monde se voit déjà calife à la place du calife. C'est ça. Hein, voilà dans quoi on est. Hein. Et puis Si vous attendez après ces gens-là, que dire si de vous attendez après Glucksmann? ces gens-là pour changer votre Ah quotidien, non, non. rassurez-vous, non, non, Et ces puis, gens-là, oui. Et puis ils Michel, n'ont que dire de Glucksmann?
Oui, ces gens-là ne roulent que pour leurs pommes, certainement pas pour la vôtre. Que pour leurs pommes. Si Voilà, les gens n'ont pas compris ce qui se passe actuellement, hein, les attitudes de rotaillot des uns et des autres, c'est qu'à des fins personnelles, des calculs politiciens par rapport à leur parti politique. c'est ça. Alors, Uniquement je vous ça. parlais, Si vous je vous arrivez à parlais, comprendre ça et que vous écoutez des gens comme Étienne Chouard, où on peut nous réécrire une constitution et que c'est le peuple, style gilet jaune, hein, mais indépendant, que c'est les gens de la base du peuple qui vont mettre en place une nouvelle constitution avec une nouvelle gouvernance. Et ceux qui vont mettre en place la gouvernance, ce ne sont pas ceux qui seront au pouvoir, hein. Attention, hein. non. Pas question de recommencer, hein. Tant que vous n'aurez pas compris ça, que vous allez vous attacher à ces partis que vous voyez à la télé, vous perdez votre temps. Je vous parlais tout à l'heure de la CIA, hein, et des fameux Oui, réseaux Stay Behind. Alors, ce qu'on a appelé la rose des vents en France, hein, parce que c'était ça, le motif, c'était de la lutte pseudo-lutte anticommuniste. oui, Donc, on avait un homme qui était né à Vienne, euh, qui est mort le 7 avril 1994 dans les locaux de l'Élysée. Ce monsieur avait un père qui travaillait à la banque de Salonique et puis qui travaillait aussi à la Société Générale de Beyrouth. Cet homme a été élevé chez les Jésuites. Il a étudié à Saint-Louis-de-Gonzague et pendant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie du SOL. Hein, le SOL, donc les légionnaires de Pétain, en fait. Et puis, donc, les légionnaires qui étaient fidèles à Darlan. Et puis après, il est devenu maquisard, hein, dans le maquis de la Chartreuse. Et puis cet homme-là, à la Libération, il a pris le pseudo de Monsieur le Duc. Et ce charmant Monsieur le Duc, c'est lui qui a monté tout le système Urbac-Graco pour financer un candidat à la présidentielle, qui hein, s'appelait. qui était le grand ami d'André Bettencourt, qui était un cagoulard, donc un terroriste qui était un fervent défenseur un terroriste contre le régime parlementaire, donc un antidémocrate, on va pas se mentir, hein, et ce monsieur s'appelait François Mitterrand. Voilà, parce que tout simplement, les États-Unis avaient choisi Mitterrand pour faire l'union de la gauche, parce que le Parti communiste emmerdait énormément C'est ça. hein, les Américains en France. Il fallait absolument affaiblir le Parti communiste et il fallait dégager De Gaulle, qui lui avait fait alliance avec quelque part une alliance forcée avec les communistes. Et en fait, et ben voilà, cette charmante homme avait monté une crèmerie pour financer le candidat. Voilà, vous voyez, cet homme de gauche, comme on dit, n'avait strictement rien d'homme de gauche. Hein. C'était des gens qui étaient des soutiens de, de toute la politique pétiniste. Enfin, Pétain, on parle toujours de Pétain, mais euh, c'était peut-être pas un homme aussi mauvais, mais son entourage ne valait pas grand-chose. Voilà. Hein. Et là, c'est pareil, si vous regardez les sources du nazisme, vous aurez de bien grandes surprises. Oui, Donc voilà, aujourd'hui, c'est comment on se bagarre contre tout ça. Et moi, je milite pour que on fasse en France des cercles de réflexion. voilà. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont très individualistes. On a le problème de l'individualisme. Et puis, on a un deuxième problème, c'est que les coûts de déplacement sont aujourd'hui horriblement chers. Et effectivement, nous, même quand on veut se réunir entre personnes pour essayer de réfléchir autour d'une table, bah, c'est vrai que quand on habite le sud, l'extrême sud ou le sud-est, venir jusqu'en Bretagne, en Normandie ou dans le nord, ben c'est pas, on fait pas ça 4 fois dans l'année ou 5 fois parce que ben, le coût de transport il est cher et la vie est dure pour tout le monde. Donc moi je me dis mais qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire? Déjà prendre des gens qui ne soient pas des individualistes. Et on a eu la chance en France d'avoir des gens qui se sont unis autour des ronds-points. Oui, Moi, j'aimerais bien que ces gens-là, aujourd'hui, se réunissent autour d'une table ronde. ouais. Hein, parce que c'est des gens, quand même, qui ont eu le courage d'aller se faire casser la gueule pour le reste de la population, c'est pas rien. Hein, il y en a qui l'ont payé de leur chair.
C'est pas rien non plus. Et je pense qu'il faudrait vraiment s'informer, parce que nous, on est là pour les informer. Oui, Moi, je suis quelqu'un de factuel, je ne parle que de faits, que de choses historiques, que de liens de cause à effet. Mais aujourd'hui, c'est que tout est à bâtir au niveau local. Donc, c'est tout l'inverse de la mondialisation. bien sûr. Aujourd'hui, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir localement, économiquement et politiquement. Donc, ça sert à rien d'aller acheter du bas coût pour tout tirer vers le bas. Non, faut acheter à côté de chez soi. Hein, moi, on connaît bien Philippe le milieu agricole, toi et moi. Euh, la formation a endoctriné les jeunes, hein, à faire de la production de masse. Et la production de masse, elle a fait énormément de pauvres. Ils ont Elle a été enrichi les conditionnés. spéculateurs. Ils ont été Elle a enrichi conditionnés les à spéculateurs. produire plus et à avaler des hectares. Voilà. Elle a enrichi les spéculateurs. Bien sûr. Le secteur Euh, marchand, Tout à fait. Hein, voilà, le revenu de l'agriculteur a été capté tout le secteur marchand. évidemment. Tout ça a été prôné là aussi par l'Opus Dei, par l'Église progressiste, hein, parce que c'est clair, hein, ce que j'appelle moi la fausse Église. Hein, et c'est ces gens-là, hein, qui ont endoctriné et qui ont formé les agriculteurs. Hein. C'était les curés qui formaient les paysans. Hein. Quand on voit le rôle des jeunesses agricoles catholiques, là, comme Madame Lambert, qui est aujourd'hui au Copa-Cogeca, allez voir le portrait de papa, vous allez comprendre ce que je vous dis. Hein. C'est pas des vaines paroles. Et donc, ces gens-là n'ont pas donné de revenus à la majorité des agriculteurs. Ils ont donné du revenu à une minorité, Tout à fait. à une minorité auquel ils étaient favorables. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, il n'y a rien à inventer, tout existe. Quand on regarde les micro-fermes, il y a un gars qui s'appelle Jean-Martin Fortier, Canada, il a remis un système de maraîchage sur des faibles surfaces, hein, sur des surfaces de 5 000, 10 Oui. 000, 20 000 mètres carrés, où il arrive à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires sur un hectare. Et là, l'agriculteur refait du revenu. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des personnes de s'unir, de dire 100 familles, 100 ou 150 familles, de dire eh ben, écoute, on t'achète les légumes pour l'année, essaye de nous produire tout ce que tu peux nous produire, et là, on réinstalle quelqu'un. Et on peut même se passer du réseau bancaire. On Avec peut se les passer du réseau. financements participatifs, il existe plusieurs. SOS Mère, Alexandre l'explique très bien. Il y a les cigales, il y a plein de. Voilà. Ces systèmes-là, il n'y a pas de machinisme, très peu de Non, machinisme, très donc peu. quasiment pas d'investissement, Très donc il peu. n'y a quasiment pas de risque. Non. Donc, bon, c'est l'accès au foncier. Mais, et là, il y a une qualité de vie et il y a du revenu derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est formaté, on est endoctriné. Bien C'est sûr. l'endoctrinement. Hein. Et l'endoctrinement, il vient du politique et il vient du média. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est regarder ce qui fonctionne. Il y a des choses qui marchent. Ben oui, mais il faut passer du virtuel au concret. Donc, c'est de remettre ça en place sur les territoires. C'est ce qu'avait Le très remettre. bien su faire Michel, c'est ce qu'a très bien su faire en France, la viticulture, avec les appellations, la vente au détail. Tout à fait. Ou les fromages, les AOP. On a Tout bien à su fait. le faire. Hein. Je ne dis pas que c'est la seule Non, alternative. c'est Non, c'en une est des une. solutions. C'en est une et ça permet de ramener des gens à la terre pour que le pays ne perde pas de sa souveraineté alimentaire. Et des emplois non Mais, délocalisables. Non délocalisables, et là, on répond à tous les critères environnementaux, puisqu'il y a peu de circulation. ben oui, parce que là, moi je veux bien, mais les braves écolos avec les bateaux de CMA, CGM qui font du business avec la Chine et qui sont en train de vider nos entreprises et autres, ça ne nous rapportera rien. Donc, quand on se rapproche du politique, on n'a que ça à nous vendre. Donc, il y a bien un moment où il faut que ce soit les gens de la base qui changent leur comportement alimentaire. Hein. Moi, je vous invite, au lieu d'aller chez Leclerc ou chez Auchan bah, commencez déjà par aller chez le grossiste, parce que vous irez retrouver déjà de la bouffe de qualité qui se conserve. Hein. Quand vous allez acheter un paquet de carottes chez votre grossiste, il va pas, c'est pas de la carotte lavée, ça va pas pourrir dans les 4 jours qui suivent. Hein. Vous achetez un kilo de carottes, vous en avez la moitié de pourri. Vous achetez de l'ail, vous en avez la moitié qui pourrit. Ben non, déjà, acheter des légumes qui sont peut-être sales d'apparence, mais au moins qui se conservent. Et là, vous pensez, déjà, vous êtes du producteur au grossiste directement dans votre assiette.
Déjà, Donc, commencer donc, par privilégier ces réseaux-là. Moi, c'est ce que je fais, hein. Enfin, moi, je produis beaucoup ma bouffe, mais bon, mais voilà, mais c'est une manière de vivre. Je suis bien conscient que les citadins peuvent pas faire leur nourriture, ça je comprends, ils peuvent pas être autonomes là-dessus, mais au moins qu'ils commencent à avoir le réflexe d'aller acheter au producteur le plus près de chez eux et pas obligatoirement à la grande surface. Et là, on arrête d'alimenter ces réseaux qui sont en train de nous bouffer la laine sur le dos. C'est ça, c'est c'est la manière de consommer. Hein, c'est- c'est c'est pas le ref- bulletin dans, oui, pas le bulletin dans l'urne. c'est refaire société, c'est sortir de l'individualisme et arrêter les gens, ils sont avides, avides de pouvoir, avides d'argent. C'est une société qui pense qu'à gagner plus. Ouais, moi, mais je vois à chaque élection, je vois les gens retomber, replonger dans le même piège. Oui, Chaque fois, ça marche. Un petit peu de médias, un petit peu de baratin, oui, et puis un petit peu de réseaux sociaux, et ça y est, les gens retombent toujours dans le même piège. oui. Hein, moi, je vois il y a quelques jours un Bardella qui est allé soutenir Nicolas Sarkozy. Tout le monde devrait lui cracher à la gueule, et l'autre est allé le soutenir. Ouais. Il manque plus que Mélenchon. Hein, mais Non, non, faut être sérieux, quoi. mais nous, Mais nous, on a compris parce qu'on sait que ces gens-là sont dans de doubles discours permanents. Hein. Ils sont très malins parce que bon, c'est un métier, ils en ont fait leur métier. Hein. Et ils manipulent les peuples, hein, pour avoir un socle électoral important. Après, c'est l'entre-soi. Ils placent les petits copains. Et toutes les décisions qu'ils prennent, il suffit d'observer ce qu'a fait Retailleau ou les autres. Hein. C'était pareil avant, hein, Manuel Valls et autres. Ils réagissent que par rapport à leur carrière politique et aux groupes parlementaires qu'ils ont, les élus, les maires, les élections municipales, les sénateurs, etc. Ils réagissent que par rapport à ça. La France et les Français, ils en ont absolument rien à faire. Et ça, les gens, j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux. puis on a un problème, c'est que la pensée du plus grand nombre, elle est fabriquée soit par les médias, hein, ou soit par les élites qui sont en face, hein, ou par les bonimenteurs. C'est-à-dire les gens disent tous, ah oui, mais on sait. Mais non, non, vous savez rien. Vous savez rien parce que pour traiter sur un seul dossier, une affaire qui défrait la chronique pendant 4 mois, ben, vous pouvez passer un an à aller creuser, si vous voulez vraiment creuser ce que c'est que cette affaire. Vous allez voir que il y a du boulot. Hein, c'est pas, vous savez, là, moi j'ai creusé des affaires comme sur le dossier du meurtre du préfet Claude Érignac. Oui, Effectivement, quand j'ai découvert certains projets immobiliers qui tournaient sur Bonifacio avec de l'argent sale, du pétrole ou du monde des jeux, et auquel le préfet s'est opposé, ben, effectivement, sa vie a été mise gravement en danger. Mais là, pareil, derrière, on avait un monsieur qui s'appelait André Guelfi. Guelfi, c'est bien celui qui a mis Samaranch à la tête du CIO avec son copain Georges Dassler. ça m'arrange. Samaranch, qui était un ancien franquiste. Encore un élément proche de l'Opus Dei. Oui, on est encore dans les mêmes milieux pétroliers, c'est pareil. Et L'Opus Dei, on a accusé le pauvre berger d'avoir tué le préfet Rignac. voilà, Colonna. Hein, Yvan Colonna. Colonna, qui était complètement étranger au meurtre. Complètement étranger. Hein, on est allé chercher des juges antiterroristes proches de Pasqua, comme Madame Laurence Levert, hein, qui avait son cousin Gérard Levert, Barbouze, hein, qui a monté des opérations pour le service d'ordre du Front National, hein, qui a monté des opérations en Afrique notamment. J'aime bien parce que aujourd'hui, vous avez des cousines de Barbouze aujourd'hui au pôle antiterroriste. C'est quand même pas mal, quoi. Non, mais là, quand on voit les juridictions spécialisées comme le pôle antiterroriste ou le pôle financier, c'est à se taper le cul par terre de rire, quoi. C'est des organes politiques, rien d'autre. Rien d'autre que ça. C'est pour ça que par les médias, il arrive à manipuler le peuple, hein, ils passent en boucle sans arrêt, et il arrive encore à les faire voter les gens pour leur bourreau. Parce qu'en fait, les gens, ils vont voter pour leur bourreau. C'est encore le mieux, ça. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'argent des réseaux financiers de Kadhafi, hein, donc principalement par l'Afrique du Sud, vous avez vu que là, on a un diplomate d'Afrique du Sud qu'on a retrouvé au bas d'un immeuble. Oui, On rêvait pas, hein, il s'est pas suicidé par hasard, ce pauvre homme. Hein. Il y en a eu, je crois qu'il y a eu d'ailleurs
un homme proche de Kadhafi, qui était son directeur de cabinet, je crois qu'il s'est retrouvé avec une tentative de flingage à Johannesburg. Les réseaux, l'homme et les réseaux suisses qui sont derrière le financement ou derrière Mossack Fonseca, on sait qui c'est. Si un simple kidam comme moi, j'ai accès à ça, faut pas me dire que la financière ne sait pas. Mais on n'a pas de preuve du financement. Non, mais on se fout de la gueule de qui? Vous voyez, on est là-dedans, donc il ne faut plus être dupe de ça, quoi. Donc il y a un moment donné, il faut se soustraire vraiment, tant que faire se peut, à tous ces gens-là, à tout ce qui est en train d'écraser le peuple. Il faut se soustraire à ça autant que faire se peut. Voilà. Quitte à donner dans la désobéissance civile. Justement, tu vois, puisqu'on parle de ce spectacle médiatique qu'ils nous font là, qu'il y avait avant, hein, voilà. Là, c'est parce qu'il va remettre un gouvernement technique. Pour moi, je peux me tromper, hein, il n'y aura pas d'émission, il n'y aura pas de dissolution, pardon. Mais là, nous, par exemple, sur l'agriculture, parlons concrètement. Hein, il y a les PAT, projets alimentaires territoriaux, avec SOS Mer. Il y a plein de gens qui font du bénévolat pour essayer de repartir en local, comme tu le dis, et remettre la main sur la facture. On a contacté ces hommes et ces femmes qui sont à l'Assemblée nationale. Moi, je les ai contactés. Je les ai eus au téléphone. Des bras droits de Bayrou, des gens au gouvernement, des gens dans l'opposition, au Parti socialiste, au mois de juin 2025. Ah oui, 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 ça nous intéresse. On va mettre des rendez-vous, on va s'occuper de ça. Comme on est dans la tourmente politique, là. Rien, pas un mot. Aucun dossier n'a bougé, ils n'ont rien fait. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, leur carrière personnelle. Mais quand je dis tous, c'est tous. C'est pas plus le RN que les autres. C'est tous dans le même panier. C'est très malheureux, très malheureux. Tout à fait, il faut retrouver de l'intelligence collective. Faut retrouver de l'intelligence collective. Voilà, les cercles de réflexion, c'est ce qu'il faut mettre en place. Moi, j'invite, s'il y a des gens qui sont issus des Gilets jaunes, des gens comme ça, moi, j'invite ces gens-là aujourd'hui à refaire lien, hein, avec leurs collègues et à commencer à réfléchir. C'est important et c'est vital. Hein, parce que quand le Sachant coup dur que, va, sachant que Michel, nos groupes de réflexion, les gens peuvent venir avec leur sensibilité politique. On ne parle pas de ça dans ces groupes de réflexion-là. Chacun pense ce qu'il veut, mais là, on ne fait pas de politique. On est sur des idées, des groupes de réflexion pour faire évoluer les choses. tout à fait. Hein, et même, on peut être là pour informer, mais nous, on veut même pas enfin, moi, je ne souhaite même pas participer à être décideur là-dedans, non, à insuffler le mouvement, ouais, mais même pas être décideur. Faut que ce soit les gens qui se fassent leur idée, leur opinion eux-mêmes. C'est ça. Voilà, mais moi, je crois beaucoup dans le travail de groupes de proximité comme ça. Je crois que c'est ce qui peut amener du plus le jour où le pire va arriver, parce que le pire finira par arriver. Ça, c'est évident. Hein, je ne vais pas être alarmiste, mais bon, vous savez, quand vous arrivez dans une société où il n'y a plus d'accès au travail, il y a un moment donné, il faut apprendre à vivre avec peu. Hein, je ne veux pas pousser les gens à être dans la survie, non, mais il faut quand même que les plus faibles de la population puissent vivre dignement. Hein. Et moi, aujourd'hui, quand je vois les gens qui sont en train de hurler contre les gens qui sont aux minima sociaux, les gens ne tombent pas dans les minimaux sociaux par hasard. Hein. Je vois Hubert Marty qui a failli avoir la place de Scorsini, il s'est retrouvé lui aussi au RSA. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites des ennemis au sein de la République, je peux vous dire que votre vie, votre carrière, vous pouvez être haut fonctionnaire d'État, vous pouvez être commissaire de Oui. police, vous pouvez être divisionnaire, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous êtes dans les bas-fonds en 6 mois. Ils vont vous On vous descendre. ruine en moins de 6 mois en France. Hein. Ça, faut le savoir. Et après, quoi que vous essayiez de faire, de toute façon, vous êtes sur liste noire, vous êtes blacklisté. Oui. Donc moi, je n'ai jamais craché sur ceux qui étaient sans boulot. On est en train, c'est bien connu, hein, le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt. On désigne les cas sociaux, mais on ne montre jamais ni l'évasion fiscale, hein, des clients de Monsieur Decroix, hein, ni ceux de la banque Pache, hein, le Crédit Mutuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire-là, toute l'évasion qui a été organisée par les sociétés satellites du Crédit Mutuel, notamment la banque Pache.
Et tous ces gens-là sont bien heureux, bien cachés, et on ne les montre jamais du doigt. Voilà, il serait temps quand même de regarder par ordre de priorité ce qui anéantit le plus notre pays. Voilà. C'est sûr que quand on allume les pleins phares et qu'on dénonce le système et qu'on donne quelques noms, après on se retrouve classé en PPE, personnalité politique engagée. Voilà, c'est un petit code qui circule et puis qui est très efficace pour bloquer les gens. Tout à Donc fait. sur ce, Michel, ta conclusion? Et ben voilà, les cercles de réflexion, c'est très important. Ça, c'est commencer à monter ça parce que il faut absolument refaire du lien de proximité. Ça, c'est la priorité. Voilà, moi, je vous invite surtout à vous informer et puis à essayer d'initier ce genre de cercle partout dans l'espace, notamment dans l'espace rural. Voilà. On est assez nombreux à se dépanner entre nous, ce qu'on appelle le troc, hein, voilà. Un copain est mécano, l'autre il fait autre chose. Et ça, c'est, voilà, l'entraide, on peut la faire sur pas mal de domaines, hein, Michel? Voilà. Moi, j'invente rien, je m'inspire de ce que la population grecque a mis en place quand la Grèce a sombré. Oui. Hein, c'est-à-dire, il y a eu des associations qui se sont montées, il y a eu des choses et ça a permis à tout le monde de pouvoir vivre dans les conditions les plus décentes possibles. Oui, parce qu'il était en train de Et crever, hein. oui, mais ben nous, de toute façon, il était prévu que l'Italie soit derrière la Grèce et nous derrière. Aujourd'hui, l'Italie est en train de se refaire, là où nous, on est en train de plonger lamentablement. L'Italie est en Donc, train de se refaire. Ils sont encore derrière voilà, nous, mais ils sont en train de se refaire. tout à fait. Donc, il est fort à parier que ceux qui vont vivre l'épisode grec, on sera certainement les prochains. Je pense. Voilà, donc c'est pour ça, unissez-vous et commencez à réfléchir. Voilà, et Écoute, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, puisque là, on a fait une réunion, nous, ça nous a permis de faire une réunion sur Rennes, voilà, donc d'essayer d'initier ce mouvement-là. Et puis, bah, s'il y a des gens, des gilets jaunes et autres qui veulent venir un petit peu rejoindre ce qu'on est en train de mettre en place, bah, oui. ils sont les bienvenus. Voilà. La vidéo qu'on a fait en groupe, je vais la passer en fin de semaine peut-être. On avait fait une vidéo avec notre cercle de réflexion. Et puis il y en a qui m'avaient posé les questions pour le lien, joindre le lien pour ta cagnotte. Ils ne trouvaient pas. Je ne sais pas. Ouais, c'est possible. Bon, déjà, je remercie tous ceux qui ont participé. Nous, ça nous permet de faire des Tu choses. pourrais remettre le lien sous ma vidéo. Oui, à l'occasion. Oui, tout à fait. Voilà. Mais voilà, mais c'est l'essentiel, c'est qu'on puisse faire décoller ces cercles de réflexion. Hein, ça, Voilà, j'y tiens. pour que les gens s'imprègnent par eux-mêmes, et c'est là qu'ils vont voir le mensonge des politiques. Parce il faut décortiquer comment ils fonctionnent. Quand on a compris comment ils fonctionnaient, après, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Écoute, je te remercie, Michel. À bientôt. Merci Philippe, et puis bah, merci à vous tous. À Bonne soirée à bientôt. vous. À bientôt.